أننا ندعم ونقف خلف أي جهد فلسطيني مقاوم. نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني. אנחנו מאותגרים מכמה חזיתות, ולכן אנחנו נמשיך לעשות את מה שנכון לעשות לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. אנחנו חיים במזרח תיכון קשה. Voilà, un Moyen-Orient complexe, Binyamin Netanyahou qui le dit. On tente tous les matins ensemble de le décrypter. Bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Au lendemain des premières frappes américaines en Syrie, Barack Obama s'adressera aujourd'hui aux nations du monde entier depuis la tribune de l'ONU. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans sa politique étrangère? On ouvre le débat dans un instant. Au menu également ce matin, un Shimon Peres, comme vous ne l'avez jamais vu, l'ancien président est désormais au chômage et dans un clip étonnant, il cherche du travail. Les images à suivre. Enfin, les Juifs du monde entier célèbrent le Nouvel An ce soir, un moment crucial d'introspection et de réflexion sur l'année écoulée et l'année à venir. On en parle dans cette édition. Voilà, bonjour à tous. Merci donc d'être avec nous. Bonjour à nos invités. Yoshua Amicham, ancien diplomate israélien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maurice Fergan, rédacteur en chef i24 News. Et Cyril Amar, bonjour. Bonjour. On commence cette édition par les grands titres de la presse régionale. Ce matin, la presse israélienne se félicite que justice ait été faite. Les 2 ravisseurs et assassins des 3 adolescents israéliens ont été éliminés hier à Hebron. Oui, avec ce titre qui revient sur la quasi-totalité des quotidiens israéliens ce matin, Israël a réglé ses comptes avec les assassins des 3 jeunes Israéliens kidnappés et assassinés en juin dernier. Les journaux qui nous livrent ce matin tous les détails de l'assaut, mais aussi et surtout les prouesses des services de renseignement, notamment ceux du Shabak, le service de sécurité intérieure, qui ont réussi à retrouver le seul homme en Cisjordanie qui visiblement connaissait le lieu où s'étaient retranchés les 2 terroristes, une menuiserie qui se trouvait donc à Hebron en Cisjordanie, dans le sud de la Cisjordanie. Alors pour la grande plume du journal gratuit Israël Hayom, Dan Margalit, il est préférable que les terroristes aient été tués plutôt qu'arrêtés, car le spectacle, nous dit-il, de leur sourire au tribunal eût été insupportable pour les familles des victimes. Alors Barbara, la veille des célébrations du Nouvel An juif de Rosh Hashanah, qui débute ce soir, vous l'avez dit, les journaux israéliens vantent ce matin la puissance militaire israélienne, puissance qui s'est exprimée hier dans les airs, sur terre, mais également en mer, titre en une le quotidien à grand tirage Yediot Aharonot, dans les airs d'abord, vous le savez, avec cette interception d'un avion de chasse syrien qui a violé hier l'espace aérien d'Israël sur le plateau du Golan. Ce n'était plus arrivé depuis près de 30 ans, en 1985 plus précisément, nous dit ce matin le Haaretz. Alors selon les estimations des forces de sécurité israéliennes, il s'agirait d'une erreur de navigation des pilotes syriens. Mais attention, car selon une source militaire syrienne qui est citée ce matin par le site d'information libanais proche du Hezbollah, Al-Mayadin, eh bien savez-vous pourquoi Israël a abattu cet appareil, Barbara? Non. Eh bien tout simplement parce qu'Israël, c'est connu, tente d'aider, de soutenir, d'appuyer les djihadistes de l'État islamique et du front Al-Nusra. Alors si vous êtes un féru d'aéronautique, mesdames et messieurs, vous apprendrez ce matin tout dans le Israël Hayom sur le Sukhoi 24. C'est le modèle du bombardier syrien qui a été abattu hier par le Patriot israélien, par le missile antimissile. Alors de confection russe, cet avion a été mis en service pour la première fois en 1967 et il peut atteindre une vitesse maximale de 1650
34 km/h. Voilà donc l'armée de l'air israélienne qui n'est pas peu fière ce matin de ses performances, tout comme la marine israélienne d'ailleurs qui a accueilli hier à Haïfa, en présence du Premier ministre, son 4e sous-marin allemand de type Dolphin, un sous-marin rebaptisé en Israël Tanin. C'est le sous-marin le plus sophistiqué de la flotte de la marine israélienne. Et sur ce dessin de presse d'Eran Volskovski, Dieu arrête, vous le voyez, c'est fort de tous ces succès militaires que Binyamin Netanyahou peut adresser ses vœux de bonne année aux citoyens israéliens. Voilà, Yeshua Michav, c'est la fin de l'année que marquent les Israéliens. La nouvelle année démarre donc ce soir. C'est une année difficile sécuritairement, une de plus pour Israël, il faut dire. Oui, on a été soumis à rude épreuve cet été. C'est encore très frais dans les mémoires. Bien que d'un autre côté, je me fais régulièrement la réflexion ces jours-ci que la guerre de Gaza s'est terminée il y a un mois à peu près. Et elle a l'air déjà... Parfois, elle a l'air déjà très loin. Bon, et maintenant, l'actualité nous rattrape toujours, et c'est vrai que la liquidation des 2 assassins des 3 jeunes hier à Hebron est évidemment... je sais pas, bon, on aime bien dire qu'on a réglé nos comptes, ça fait un petit peu... Justice a été faite, mais voilà, bouclé. Voilà, oui, moi je pense que oui. Je pense pas qu'on puisse permettre que... des gens comme ça continuent à vivre normalement comme si rien n'avait été. C'est la formule, d'ailleurs, je vous rappelle, qu'avait employé Barack Obama lorsqu'il a annoncé l'exécution de Ben Laden. Voilà, justice est faite, et je pense que la leçon va être comprise. C'est quand même très impressionnant. C'est pas seulement pour nous impressionnant. Toute la région regarde ça, et tous les mouvements terroristes regardent ça, le Hamas regarde ça, et ils voient qu'Israël ne lâche pas, que ça peut prendre du temps. Ça aurait pu prendre encore 3-4 mois, mais à la fin, on y serait arrivé. Parce que c'est comme ça qu'il faut parler, je dirais peut-être malheureusement, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'il faut parler dans cette région, et c'est comme ça aussi, je pense qu'il faut apporter une consolation minimale aux familles et au peuple tout entier, parce que ça a été un crime réellement abominable. C'est un soulagement pour les Israéliens, Maurice ? Très certainement, c'est un soulagement, mais je crois que ce qui fait plaisir aux Israéliens, c'est pas tellement qu'on ne verra pas le sourire des assassins au tribunal, surtout le fait que finalement, lors d'un futur échange de prisonniers, ils ne pourront plus être libérés. C'est ça qui a soulagé. Mais moi, je voudrais revenir sur la presse. Moi, je reste nostalgique d'un temps où Israël agissait sur le plan sécuritaire, mais ne faisait pas étalage de sa puissance et de sa force, et où le monde était plus attentif aux succès économiques et sociaux d'Israël, finalement, qu'à ses capacités militaires. Et ce temps-là, je crois qu'il est révolu. Et malheureusement, on voit les journaux pleins de détails sur notre capacité à agir et nos moyens d'action. Et c'est un peu dommage. Effectivement. Cyril, la presse arabe, elle, ce matin, fait ses gros titres sur les premières frappes de la coalition anti-Daesh en Syrie. Une coalition avec un nouveau front, Barbara, puisque 5 pays arabes ont rejoint cette coalition menée et orchestrée par Barack Obama, une coalition qui compte désormais 5 pays arabes, la Jordanie, le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, mais également les Émirats Arabes Unis. Et les journaux de ces pays, vous allez le voir, se félicitent des raids lancés contre l'État islamique en Syrie. C'est le cas notamment du journal Pan-Arabe, ici, à Sharq al-Awsat, qui publie en une ces images. La coalition a lancé une guerre ouverte contre l'État islamique et contre le terrorisme en Syrie, puisque vous savez, les frappes de la coalition visent également d'autres groupuscules terroristes qui agissent en Syrie. Même son de cloche dans les kiosques jordaniens, avec ce titre du journal Al-Rad, la Jordanie déclare la guerre à l'État islamique, et le quotidien bahreïni de son côté, lui, Al-Hayam, salue les frappes de la force aérienne royale contre des sites terroristes, alors qu'aux Émirats Arabes Unis, c'est le Al-Ittihad, le journal Al-Ittihad, qui annonce la mort de 120 terroristes du Daesh. Et enfin, le journal saoudien Okaz publie ce matin cette image, une grande fierté, des pilotes de chasse de Sa Majesté, s'il vous plaît, qui ont, selon le journal, accompli héroïquement leur devoir contre les djihadistes. Et qui l'eût cru, Barbara, que 3 ans seulement après le début de la guerre en Syrie, on pourrait lire en une du Al-Watan syrien, ce titre presque surréaliste, vous allez le voir, Washington et ses alliés coordonnent leurs opérations avec l'armée syrienne pour lutter contre les terroristes. Voilà, un Moyen-Orient complexe. Moyen-Orient complexe, voilà, exactement. On reprend les mots de Binyamin Netanyahou ce matin. Merci beaucoup, Cyril. Et au lendemain de ces frappes, je vous le disais, Barack Obama s'adressera au monde entier aujourd'hui. Il le fera depuis la tribune de l'ONU. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans sa politique étrangère? En tout cas, Obama compte bien rétablir son image de premier dirigeant de la planète. Est-ce que ça va marcher? Réponse signée Joseph Emmanuel. Et on en parle juste après.
Des frappes en Syrie et une opinion américaine à convaincre. Lors d'une allocution ce mardi, le président américain a justifié auprès de son peuple les premières frappes américaines contre les positions de l'État islamique. J'avais été très clair sur le fait que cette opération aurait lieu en Irak et en Syrie contre des cibles précises pour que les terroristes ne trouvent refuge nulle part. J'avais été clair sur le fait que l'Amérique agirait dans le cadre d'une large coalition et c'est exactement ce que nous avons fait. Une opération de concert avec plusieurs pays arabes dits modérés, dans laquelle aucune incursion terrestre n'est prévue mais qui n'en reste pas moins une campagne militaire de plus. Face à la barbarie ostentatoire des hommes de l'État islamique, certains Américains soutiennent fermement le choix de leur président. Je sais qu'ils font ce qu'il faut. Je suis contre la guerre, mais notre armée doit faire ce qu'il faut pour nous protéger. D'autres Américains sont au contraire fatigués d'une nouvelle confrontation au Moyen-Orient et redoutent des conséquences imprévues. Nous devons arrêter les bombardements. Ils créent simplement plus de terroristes. Il n'y avait pas d'Al-Qaïda en Irak avant qu'on y entre. Des dizaines de combattants islamistes ont été tués dans les frappes de ce mardi en Syrie, principalement dans la province de Raqqa. Des attaques qui n'ont rencontré aucune objection de la part du gouvernement de Bachar el-Assad, qui affirme même avoir été prévenu à l'avance. Rappelons qu'il y a un an, cette même Amérique était sur le point de frapper le régime syrien en représailles d'une probable utilisation d'armes chimiques contre sa population civile. Des renversements de situation dans un Moyen-Orient complexe qui expliquent la nécessité de convaincre une opinion publique désorientée. Voilà, c'est un combat aussi sur l'intérieur. Mais de manière générale, Yoshua Amishav, Obama s'est montré assez déterminé en frappant comme ça la Syrie sans crier gare. Il n'avait pas révélé sa stratégie pour la Syrie. Est-ce que c'est étonnant ? Écoutez, nécessité fait loi à un moment, c'est-à-dire que on sait très bien que la ligne, la position de départ de Barack Obama n'est pas celle-là. Beaucoup de gens rappellent que Barack Obama est un travailleur social, c'est comme ça qu'il a grandi, c'est un conciliateur, c'est le type qui était un moniteur de bande de rue à Chicago, de jeunes délinquants. C'est ça son option du monde, c'est le dialogue, essayer de rapprocher les gens. Mais quand vous êtes président des États-Unis, plus que probablement, vous ne pouvez plus être vraiment un travailleur social. À un moment, il y a une menace qui est extrêmement grave. C'est extraordinaire de voir que Daesh, l'État islamique, peut faire passer maintenant Al-Qaïda pour, je ne veux pas dire pour des modérés, on n'irait pas passer un week-end avec, mais bon, c'est toujours, il apparaît toujours un phénomène pire, plus inquiétant, terrifiant dans sa cruauté, quelque chose un peu apocalyptique même, je dirais, dans cet État islamique. Et par conséquent... Obama n'avait pas le choix. Voilà, moi je pense qu'il n'avait plus le choix parce que ne pas arrêter Daesh, l'État islamique, maintenant, c'est le retrouver demain. Il y a déjà des groupuscules en Europe. C'est retrouver demain un danger, non seulement au niveau de groupuscules, mais de réseaux beaucoup mieux organisés, et aux États-Unis aussi. Il n'a pas envie d'avoir un deuxième 11 septembre et d'être mis après en accusation pour incurie. Et donc il prend les devants de manière spectaculaire, mais il faut remarquer, Barbara, qu'il a pris les devants seulement après avoir réuni autour de lui cette fameuse coalition. Vous avez donné les noms des pays, c'est très important. Il y en a un en particulier qui est plus important que tous les autres, c'est le Qatar. Parce que l'Arabie Saoudite est dans l'orbite américaine et occidentale, heureusement d'ailleurs depuis très longtemps. Mais le Qatar, ça peut être sa participation active maintenant, officielle, publique, à cette coalition, peut être une très mauvaise nouvelle aussi pour le Hamas de Gaza, une bonne nouvelle pour une meilleure situation dans notre région, c'est peut-être le retour à un certain réalisme politique, le retour du Qatar dans le giron américain, et c'est une bonne nouvelle. Parlons de cette vision de Barack Obama et la participation de ces pays arabes. C'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a voulu. On se souvient du discours du Caire de 2009 où il a tendu la main à ces pays arabes modérés. Est-ce que, Maurice, cette participation de pays arabes à sa coalition, c'est une concrétisation de sa vision? Ça veut dire que finalement, Obama, qu'on a critiqué, qu'on a qualifié de naïf pendant longtemps, peut-être est en train de prouver au monde que c'est quand même possible? Non. Moi, je pense que, un peu comme Sarkozy, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas d'autre choix, ça fait partie de ses principes diplomatiques, notamment le principe de diriger depuis l'arrière. Je veux dire, on l'a vu en Libye, on l'a vu au Mali. Barack Obama a pris comme principe de ne pas s'impliquer directement dans les conflits, mais de créer des coalitions qui lui permettent de diriger un peu ses acteurs de l'extérieur. Et là, en l'occurrence, il n'avait pas de plan pour l'Irak et pas de plan pour la Syrie, et il n'avait pas de stratégie, disons, et il a été pris de court. Il y avait une situation qui s'est imposée, il fallait agir, et donc il a encore réagi de la même façon. L'empreinte
pointe légère, pas d'occupation. On agit de l'extérieur, on crée une coalition et on envoie tout le monde un peu aller agir contre la menace. Ces avions de chasse et pas s'investir totalement? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il a été répété à plusieurs reprises, même sur ce plateau, que si vraiment on veut en finir avec l'État islamique, il faut être sur le terrain. Je ne vois pas comment quelques frappes aériennes vont pouvoir mettre fin à ce qu'on appelle le califat. On a essayé à Gaza avec des frappes aériennes, ça n'a pas fonctionné contre le Hamas, ça ne fonctionnera pas là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, je crois qu'il faut voir cet épisode de l'État islamique comme une parenthèse dans la perspective d'Obama. Je veux dire, Obama était centré sur un autre problème. Là. Le premier mandat d'Obama consistait à mettre en œuvre ce qu'il appelait le pivot asiatique. Il était centré sur la Chine et il voulait finalement créer un contrepoids face à la puissance chinoise. Les événements l'ont fait changer plus ou moins de politique, mais c'est provisoire. On va revenir à un retrait américain du Proche-Orient pour revenir à ce qu'il appelle la vraie politique. Vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas parler d'un tournant dans la politique étrangère de Barack Obama? Moi, je pense quand même que c'est plus qu'une parenthèse. Et encore une fois, je pense qu'il répond à une nécessité. Vous savez, l'État islamique, il faut être très très lucide. Ces gens vont très certainement chercher à se venger. Vous avez vu qu'il y a un groupe qui a été arrêté en Australie, à l'autre bout du monde, et qui préparait des choses épouvantables contre la population australienne. Et je pense que l'Occident rentre maintenant dans un clash frontal qui se terminera pas assez vite, à mon avis. Dans son allocution, lorsqu'il a mis en place la coalition internationale contre l'État islamique, Barack Obama n'a jamais exclu de frapper la Syrie, sauf qu'il ne pouvait pas le faire aussi longtemps que l'Iran ne donnait pas son feu vert, et ce qui était déterminant justement, et c'est pour ça qu'on a vu des frappes aériennes ces derniers jours en Syrie, c'est la rencontre entre Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, et Al Faisal, le ministre, son homologue donc saoudien, qui a rendu possible ces attaques contre la Syrie. Voilà, dans ces alliances régionales, il y a quand même des acteurs pivots. Il y a l'Iran, évidemment, il y a la Russie aussi. Chacun a mis de l'eau dans son vin. Oui, bien sûr, c'est le principe ce principe d'Obama dirigé de l'arrière. On a même entendu ce matin que la Turquie était prête aussi à intervenir, ce qui est assez incroyable. Mais je voudrais revenir à cette histoire de l'État islamique et du califat. Je veux dire, Barack Obama est très prudent. Et c'est sa politique, le moindre risque possible. Et il a toujours affirmé que l'intervention en Irak et en Syrie avait pour but de protéger les intérêts américains et de régler des problèmes humanitaires. Il n'a jamais dit qu'il fallait en finir avec le califat. Ça, il ne s'est pas engagé dans cette voie. Il a dit que ça allait durer quelques années. Il a parlé d'éradiquer quand même Daesh, c'est les mots qu'il a utilisés à plusieurs reprises. Ça prendra quelques années, mais surtout l'intervention a pour objectif de protéger les intérêts américains. Lorsque les Américains décideront que leurs intérêts sont sains et saufs, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont se retirer en laissant un chaos comme ou bien il s'est souvenu qu'il a des élections en la mi-novembre et que s'il engage une opération militaire de ce genre-là, il faut que les Américains la comprennent bien, parce que les Américains sont très échaudés par ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, bien entendu. Donc il faut leur expliquer que c'est leur intérêt. Il y a aussi un jeu de politique intérieure. Est-ce qu'il est en train de rétablir son image, Barack Obama? Vous l'avez dit, les élections mi-mandat approchent, on est 2 ans avant la fin de son mandat. Sa politique étrangère a été qualifiée de fiasco, plusieurs reprises. Est-ce qu'il essaye de rétablir les États-Unis comme première puissance mondiale avec cette intervention? Écoutez, les États-Unis sont, même sous une administration parfois dont on ne comprend pas toujours la politique extérieure comme celle d'Obama, sont et restent et vont rester encore pour un bon moment la première puissance mondiale. Mais c'est vrai qu'il reprend la main maintenant comme dirigeant du monde libre. C'est-à-dire qu'il y a une force réellement barbare. On est dans une autre catégorie. Je veux dire, je sais qu'aujourd'hui en Israël, beaucoup de gens disent Daesh et le Hamas, c'est la même chose. Alors le Hamas, nous savons ce que c'est. Nous savons que c'est un ennemi implacable, qu'il s'agit de détruire, qu'il s'agit de mettre hors d'état de nuire. On est d'accord. Mais ce n'est pas, à mes yeux en tout cas, il n'y a pas cette folie assassine, cette cruauté innommables qui font coucher 300 citoyens et amener des caméras pour voir comment on les exécute et couper les têtes, etc. On est dans une perversion, je pense. On est dans quelque chose d'un petit peu satanique. Donc là, je crois qu'il a
il a l'occasion, il a reçu maintenant l'occasion de reprendre la main, je le disais, comme dirigeant du monde qui a d'autres valeurs, du monde démocratique, du monde libre, et il ne va pas passer à côté. Et je pense que c'est un bien. Ça aurait été terrifiant s'il était resté passif ou trop prudent devant une chose de ce genre-là. Il ne va pas passer à côté, c'est sans doute le message qu'il répétera aujourd'hui à la tribune de l'ONU, la session annuelle de l'Assemblée générale. Voilà un discours très attendu. On parle d'autre chose à présent, monsieur, si vous le voulez bien. Shimon Peres, je le disais en titre, comme on ne l'a jamais vu. L'ancien président est désormais au chômage. Il a quitté ses fonctions présidentielles. Et oui, il cherche du travail, comme tout le monde. Voici un clip réalisé d'ailleurs par sa petite fille. Regardez. כריש משות? אני לא מעוניין. מחצלת לקמפינג אולי? טוב, בוא נתקדם. בסדר. ערכת קריוקי? אני לא מעוניין, אוקיי? מצופים דורה? לא, אפשר לשלם? שמע, אם תמשיך להגיד לא לכל הצעה, תשלם מחיר כבד. טוב, תביא את המצופים. סע לשלום. זה הפתרון היחידי. שלום. נשק יש? לא. האינטלקט הוא הנשק הטוב ביותר. קבלו את הכוכב הבא. קבלו את שימי פין! מכירים את זה שאתם מקימים מפעל טקסטיל בנגב וכולם חושבים שזה משהו אחר? יש פה מישהו מדימונה? הדבר הזה עובד בכלל? המדריך, אני לא חושב שאני מסוגל לעשות את זה. רוזוולט אמר, הדבר היחידי שעלינו לפחד ממנו זה הפחד עצמו. כן, אבל אני לא יכול. תראה כמה יפה ארצנו. מקסים, אבל אני באמת לא יכול. העתיד שייך למי שמעז. קדימה, יש עוד הרבה עבודה. מה זה, אין פה כלום. כשאין כלום, אפשר לעשות הכל. Voilà, c'est un clip, on l'a dit, réalisé par sa petite fille et le centre Shimon Peres pour la paix. C'est un extrait en fait, il dure 5 minutes. Je vous promets de vous montrer l'ensemble du clip en fin d'émission. Vous restez avec nous évidemment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Shimon Peres ? Fantastique. Vous savez, c'est un géant. On peut ouvrir un débat sur Shimon Peres, sur sa carrière politique, sur les erreurs qu'il a pu commettre. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est un géant. C'est le dernier géant en fait dans ce pays et c'est fantastique. Écoutez, c'est un homme de 91 ans, c'est-à-dire que je parle pas maintenant de sa santé physique, je parle de sa disposition d'esprit, c'est-à-dire il est prêt à faire un truc comme ça. Faut voir, je veux dire, on lui amène. Il joue le jeu, Il joue le jeu jusqu'au bout. Et puis il n'est pas au chômage. Je crois, Barbara, j'ai toute une liste de gens pour lesquels j'ai beaucoup de préoccupations et je suis soucieux. Pas inquiet. Non, il n'est pas dans ma liste. Croyez-moi, il y a son centre ici, c'est pas très loin. Le centre pour la paix. Voilà, le centre pour la paix. Ça va cartonner dans tous les sens. S'il continue à être en bonne santé, il va continuer à voyager, il va continuer, je pense, à être important dans la vie politique israélienne. Pour le moment, vous remarquez qu'il continue à garder une mesure dans son intervention dans la politique intérieure et en tout cas dans l'immobilisme complet qui sévit pour tout ce qui concerne nos rapports avec les Palestiniens. Je pense que si rien ne se passe sur ce front-là dans un futur relativement proche, il reprendra la parole. Et là, mais on le voit, il y a quand même un message, malgré oui, il y a un message très clair, mais c'est encore avec le sourire. Je pense qu'à un moment, il reprendra la parole et il sourira moins parce que c'est la cause de sa vie et qu'il voudra continuer à se battre pour elle. Voilà. De quelle forme prendra cette mission de Shimon Peres pour la paix ? Un retour en politique, c'est imaginable ?
Écoutez, avec lui, tout est surprenant. On ne peut pas savoir, je ne peux pas vous dire ce qu'il va faire, mais ce qui m'éblouit toujours dans ces interventions de Shimon Peres, c'est la jeunesse. Ouais. Cette jeunesse qu'il a en lui. Je me souviens de l'avoir rencontré il y a une quinzaine d'années pour une interview politique et il m'avait uniquement parlé des nanotechnologies auxquelles je ne comprenais strictement rien. Et j'entendais un vieux monsieur qui me parlait de nanotechnologie, du futur et que ça allait changer le monde entier. Et j'étais en face de lui, je ne savais pas de quoi il parlait. Et lui savait déjà, il y a plus de 15 ans, que c'était l'avenir, c'était la nanotechnologie. Je veux dire, cette jeunesse qu'il a à chaque fois d'avoir 10 pas d'avance sur nous, c'est extraordinaire. C'est un homme qui a de l'humour ? Beaucoup. Oui, beaucoup d'humour. Et qui a toujours la formule qu'il faut. Je me souviens d'un jour lui avoir posé une question sur cette barrière de sécurité entre Israël et Gaza et comment on la construisait, comment on la construisait pas. Et il me répondait oui, mais écoutez, mais monsieur, mais cette barrière, elle sert à rien. Aujourd'hui, il y a des missiles qui passent au-dessus des barrières. On était déjà il y a quelques années. Ouais. Je veux dire, il était encore une fois en avance avec de l'humour et le sens de la formule. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, Shimon Peres, en politique, il a eu un parcours en dents de scie. On l'a qualifié d'éternel loser. Il finira en grand winner, finalement. C'est l'image qui va rester. Je sais pas, justement, je suis un peu partagé par rapport à ce qui vient d'être dit sur le plateau, même si j'admire le parcours exceptionnel de Shimon Peres. Mais je crois que la réalité l'a démenti finalement. Il a peut-être vu avant l'heure l'essor des nanotechnologies, mais ce qu'il avait prédit, l'essor d'un Moyen-Orient nouveau, d'une espèce d'Eldorado proche oriental, force est de constater aujourd'hui c'est qu'il n'existe pas. Donc c'est peut-être un petit peu le drame. C'est un petit peu le drame peut-être de Shimon Peres et de l'État d'Israël, justement de ce contraste-là entre la vision d'une part d'une paix partagée par tous les voisins de la région et celui d'une réalité qui est beaucoup plus complexe que ce que veut bien nous dire et ce qu'on aurait voulu croire de Shimon Peres. En tout cas, pour l'étranger, Shimon Peres, éternel ambassadeur d'Israël pour la paix, personne ne le fera aussi bien que lui. Non, ce qui est d'ailleurs préoccupant, parce que Shimon Peres n'est pas éternel, il a 91 ans. Voilà, je lui souhaite, d'après la tradition, il en a encore pour 29 ans. Mais je veux dire, on lui souhaite. Mais c'est un peu préoccupant qu'il n'y ait pas derrière un grand leader de ce qu'on appelle camp de la paix en Israël. Tout le monde a l'air de se reposer un petit peu sur lui, et ça, je pense que c'est un peu préoccupant. Mais pour revenir une seconde sur ce que Cyril disait, c'est le drame de tous les visionnaires. Quand vous lisez l'utopie d'Herzl sur ce que devait être l'État juif, c'est pas tout à fait ce qu'on. Mais je pense que Peres aussi, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut, sauf un naïf quand même, Shimon Peres. C'est-à-dire, je pense qu'il met un but, il fixe un but à atteindre. Il sait très bien que. C'est quand même pathétique de finir sa carrière. Je trouve ça un peu pathétique quand même de finir sa carrière avec un clip qui est somme toute humoristique, très sympathique, on en rigole, etc. Alors qu'on l'attendait quand même ailleurs. On l'attendait peut-être sur un accord de paix, peut-être régional, sur l'accomplissement de sa vision. Je trouve ça un peu pathétique de finir comme ça. Enfin, il a peut-être pas fini. Vous avez raison. Il a peut-être pas fini. Mais enfin, sa carrière politique, on le voit mal revenir à un poste clé au sein de la politique israélienne. Il y aura certainement des messages à diffuser. Son devoir de réserve, vous l'avez dit, à l'égard de Benjamin Netanyahou va être levé. Donc on peut s'imaginer qu'il aura des messages forts, mais pas plus que ça. Voilà, on va s'arrêter là. J'aurais bien voulu continuer le débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maurice et Cyril. Je suis à vous restez avec nous. On se retrouve après un nouveau journal et on continuera de parler de la lutte antiterroriste dans la région. Mais Daesh n'est pas seul. D'autres mouvements terroristes encerclent Israël. On y revient après un nouveau journal. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. C'est l'incident le plus grave entre Israël et le régime de Damas depuis le conflit syrien. Ce n'était plus arrivé depuis près de 30 ans. Israël a abattu hier un avion de chasse syrien qui s'était introduit dans l'espace aérien israélien sur le plateau du Golan, côté israélien. Retour sur les faits en images et on va en parler juste après. C'est l'incident le plus grave entre Israël et le régime de Damas depuis le début de la guerre civile syrienne. Nouvelle interception ce matin au-dessus du sol israélien. Vers 9h, un avion de combat Sukhoi 24 syrien traverse la frontière du Golan. 1 minute 20 passe avant qu'il ne soit abattu par un missile patriote alors qu'il avait déjà survolé 800 mètres en territoire israélien.
En quelques secondes, l'avion explose. Mais pas avant que le pilote et son copilote ne réussissent à s'échapper de l'appareil grâce à leur siège éjectable. Ces images, diffusées sur les médias syriens, illustrent la violence de l'impact et la destruction de l'appareil dans les airs. Ce matin, un avion syrien a infiltré l'espace aérien d'Israël. Tsahal, notre armée de l'air et la batterie de défense anti-aérien Patriot sur le plateau du Golan ont intercepté l'avion et nous enquêtons actuellement sur les circonstances de ce vol. Nous ne permettrons aucune violation de notre espace aérien. Nous allons maintenir nos lignes de défense sur la frontière avec la Syrie afin de défendre les citoyens d'Israël. Selon des responsables sécuritaires israéliens, l'avion devait initialement bombarder les bastions de rebelles installés dans les environs de Quneitra. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon, a rappelé qu'il ne laisserait aucune entité, qu'il s'agisse d'un État ou d'un groupe terroriste, enfreindre la souveraineté du pays ou poser une menace à sa sécurité. Il a ajouté qu'Israël riposterait à toute tentative, qu'il s'agisse d'une erreur ou d'une attaque voulue. Mais pas de réelle crainte pour l'État hébreu. Cet incident est traité comme un cas isolé. Les autorités ont tout de même renforcé le niveau d'alerte à la frontière nord et le dispositif aérien en cas d'éventuelle riposte côté syrien. Voilà, et nous sommes toujours en compagnie de Yoshua Amishav, ancien diplomate israélien. Merci d'être resté avec nous. Et Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. Bonjour Ali. Est-ce qu'il faut s'attendre à une riposte du régime de Bachar al-Assad ? Non, il ne faut pas attendre à une riposte, au moins pas une riposte immédiate, mais selon des sources syriennes, cette attaque israélienne, elle a été notée dans le cahier des comptes syrien. Mais Barbara, il faut se tarder sur ce que disent les Syriens. Pour les Syriens, ce n'est pas la première fois où il y a une collaboration directe ou indirecte entre l'armée israélienne, entre l'État d'Israël et l'opposition syrienne. Selon une source au ministère de l'Information syrienne à laquelle j'ai parlé, ils disent ces photos ont été émises à tout le monde par le biais de Alouyat al-Furqan. Alouyat al-Furqan, dont on a vu le drapeau à la gauche de l'écran, c'est un groupe djihadiste qui a filmé toute l'opération. Et selon les sources syriennes, ça s'ajoute au fait qu'Israël hospitalise et guérisse des djihadistes qui sont blessés dans les confrontations avec l'armée syrienne. Et ce n'est pas un secret qu'au début au moins de la guerre civile syrienne, le service secret israélien ont mis au service de la communauté internationale et des groupes rebelles des images satellites sur les endroits des arsenals de l'armée. Dans le but de quoi ? De renverser Assad ? Dans le but d'affaiblir le régime Assad. Je ne suis pas sûr que pour Israël, pour le bien d'Israël, que le régime d'Assad soit renversé. Pardon. Mais sans doute, Israël veut un régime syrien qui est affaibli. Maintenant, la question est-ce que affaiblir Assad ne signifie pas directement renforcer le rebelle dans un moment où la communauté internationale essaye au moins d'affaiblir les quelques durs opposants au régime Assad. Ce scénario, Israël qui cherche à renforcer ses djihadistes pour contrer Assad ? Écoutez, c'est tellement inextricable, tellement confus qu'on a peine un peu enfin même largement peine à voir clair. Ce qu'on peut dire, c'est que à la lumière de ce qui s'est passé en Irak avec Saddam Hussein et en Libye avec Kadhafi, peut-être que certaines forces occidentales, peut-être qu'en Israël aussi, on pense qu'il vaut mieux avoir un dictateur arabe, effectivement, comme disait Ali Waked un instant, affaibli, moins sûr de lui et plus fragile et par conséquent plus dépendant du monde occidental, que de le renverser et de laisser la place à l'anarchie, comme on le voit malheureusement aujourd'hui en Irak et en Libye. Alors, parlons de Bachar al-Assad. Justement, bon, il y a ces événements à la frontière, mais ce qui le préoccupe surtout, ce sont ces frappes anti-Daesh sur son territoire. Son ministre des Affaires étrangères, El Mouallem, déclare hier que la Syrie soutient pleinement tous les efforts internationaux dans sa lutte contre Daesh. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Syrie est partie prenante dans cette coalition ? La Syrie est partie prenante du fait que les frappes en place sur son territoire, mais il ne faut pas se confondre, Barbara. Les Syriens ont essayé de présenter une image comme quoi ils étaient au courant de ces frappes avant. Alors, ils l'étaient ou ils ne l'étaient pas ?
Selon tous les signes, il n'était pas au courant et c'est de là aussi la frustration des Iraniens. Les Iraniens qui ont accepté des Syriens de voir leurs missiles, et leur système défense antiaérien opérer les systèmes que les Iraniens ont fournis aux Syriens. Mais Barbara, l'accord américain-saoudien, il parle aussi d'armer les rebelles. Donc ce qu'on voit là, c'est une première étape d'une opération qui visera aussi l'armée syrienne par le biais des rebelles. Les Saoudiens ne participent pas à frapper des opposants d'Assad sans avoir un prix payé par les Américains. Et le prix, c'est entraîner les rebelles dont on appelle modérés, armer les rebelles modérés. Ces rebelles modérés, c'est qui ? Ce sont des djihadistes ? Ce sont des djihadistes que l'Occident veut voir modérés par rapport à l'État islamique, par rapport à Al-Qaïda, mais le Front islamique, qui est l'acteur principal soutenu et financé par l'Arabie saoudite, c'est un groupe djihadiste qui n'a pas d'idéologie différente à l'État islamique ou au Front de Nusra ou aux autres éléments djihadistes. La seule différence, c'est qu'il obéit à 100% les instructions iraniennes, il reçoit le financement saoudien, pardon. Et donc, moi, j'ai dit à plusieurs reprises, à mon avis, c'est jouer un peu avec le feu. Et là, il faut attendre comment est-ce que va réagir l'Iran si jamais ces frappes commencent à être vues comme aussi des frappes qui visent l'armée syrienne et non pas seulement l'État islamique et les autres groupes Al-Qaïda. C'est un jeu dangereux, vous le disiez, hein. C'est une situation inextricable. Personne ne sait sur quel cheval miser, finalement. Absolument. Et là, l'histoire quand même récente montre qu'on a, nous, Israéliens, intérêt à être extrêmement attentifs et regarder très bien ce qu'on fait, parce que la naissance du Hamas, pour une grande partie en tout cas, a été vue à l'époque, au départ, lorsque le Hamas était un mouvement encore dans ses premiers pas, a été vu par Israël comme une occasion de diviser le camp palestinien, d'affaiblir Yasser Arafat. On s'est dit, on va un petit peu en sous-main comme ça. Il y a un témoignage de chef du renseignement extrêmement spectaculaire et très pénible à lire aujourd'hui à la lumière de ce qui se passe avec le Hamas. Mais l'histoire est celle-là, il faut en retenir quelque chose. Et puis l'exemple des talibans en Afghanistan. Voilà, on a dit nous, les talibans, effectivement. Mais le scénario s'est produit ici. On a encouragé un sous-main, on a voulu affaiblir Arafat, on a dit ils seront dans leur mosquée et dans les madrasot, ils prieront, donc ils ne seront pas chez Arafat et on sera plus tranquille. Et à l'arrivée, je pense qu'on s'est réveillé avec une espèce de golem qu'on ne sait plus trop comment traiter. Et Barbara, l'exemple le plus proche, le Hamas c'est peut-être un peu plus lointain maintenant, l'exemple le plus proche c'est le scénario libyen. Presque la même coalition a participé à cette guerre contre le régime Kadhafi, soutenir ce qu'on appelle les forces démocrates de la révolution libyenne, des éléments qui ont participé aux frappes hier et avant-hier à la Syrie, comme le Qatar, comme l'Arabie saoudite et des pays de l'OTAN, ont financé ce qu'on appelle les rebelles modérés, et on voit maintenant qui sont les rebelles modérés à la Libye. Il n'y a pas de rebelles modérés, il y a des groupes djihadistes qui s'entrebattent à présent, et j'ai répété à plusieurs reprises, les armes qui ont été fournies à ces rebelles soi-disant modérés à la Libye ont trouvé leur chemin en fin de compte à la Sinaï et ont trouvé leur chemin en fin de compte à la bande de Gaza. Alors justement, je vous propose de faire un petit peu d'ordre dans cette cartographie des mouvements djihadistes de la région. Le monde n'en a que pour Daesh pour le moment, mais les autres groupes terroristes, vous le savez, pullulent depuis bien longtemps, et surtout, ils se trouvent aux frontières d'Israël. Regardez cette enquête de la rédaction. Israël est un tout petit pays avec seulement 424 km de long pour une largeur allant de 15 à 114 km. Mais l'ampleur des menaces qui l'entourent est impressionnante. Alors que les groupes terroristes gagnent du terrain dans la région, Israël est donc une cible évidente. Forte de milliers d'hommes entraînés, l'organisation terroriste chiite s'est jurée de détruire Israël. Pour la première fois, le Hezbollah a utilisé des drones pour bombarder des positions ennemies. L'organisation a en effet attaqué des cibles du front al-Nosra affilié à Al-Qaïda aux abords d'Arsal en Syrie.
Ces dernières années, la Syrie vit dans l'instabilité. Près de la frontière israélienne, la présence de divers groupes armés se fait grandissante. D'après des sources de Tzahal, près de 95% des territoires proches de la frontière entre Israël et la Syrie, à l'exception du mont Hermon, sont sous la domination des groupes rebelles. Le plus important d'entre eux est le front Al-Nosra. Daesh n'est pas arrivé là, mais il y a beaucoup d'autres organisations dans la région. Nous partons de l'hypothèse que tout est en train de changer, et en effet la réalité ici change tous les jours. Tunnels, roquettes et une réelle détermination à détruire Israël. Au cours de l'opération Bordure Protectrice, le Hamas a récemment pu le prouver une nouvelle fois. Il a la capacité de nuire à Israël. Un conflit qui n'est donc pas prêt d'aboutir. L'instabilité dans la péninsule du Sinaï maintient les forces israéliennes en alerte. Et en ce moment plus que jamais, avec la progression de la menace de Daesh, l'État islamique. Les extrémistes appellent les militants présents dans la péninsule égyptienne du Sinaï à multiplier les décapitations et les attaques contre les forces de sécurité. Avant de finir, n'oublions pas de louer nos frères qui combattent dans le Sinaï. Ils ont offert un espoir à l'Égypte. De bonnes nouvelles arrivent d'Égypte grâce à leur opération bénie contre les gardiens des Juifs, des soldats de Sissi, le nouveau pharaon d'Égypte. Continuez sur cette voie, c'est le droit chemin. Qu'Allah vous bénisse. Un message d'intimidation qui fait retentir une ultime menace, une menace sans patrie, sans terre et sans adresse. Elle peut arriver du nord, du sud, de l'est ou du pays même, mais Daesh n'est qu'une menace parmi tant d'autres tout aussi réelle. Ali, est-ce qu'il existe un vecteur commun, un socle idéologique peut-être commun entre toutes ces organisations qui encerclent Israël ? Ils sont tous des organisations djihadistes qui se battent entre eux sur la direction qui va être le dirigeant. Et l'État islamique, d'ailleurs, a été né du fait qu'entre les deux dirigeants d'Al-Qaïda en Irak et en Syrie, ils ne s'étaient pas mis d'accord, M. Al-Baghdadi et M. Al-Joulani, qui est le chef d'Al-Qaïda dans la Syrie et le Levant, en Irak et dans le Levant. Et c'est pour cela on a vu ces deux groupes se diviser, l'État islamique et de l'autre côté le front d'Al-Nusra. Ils sont tous des groupes djihadistes plus radicaux, mais moins radicaux, mais tous émanent de la même idéologie salafiste qui ne voit pas de place, non pas seulement à l'État juif, non pas seulement aux juifs et aux chrétiens, mais aussi aux musulmans qui ne pensent pas de leur manière. Barbara, pour savoir, même le Hamas, qui est un groupe islamique, mais qui émane d'une idéologie un peu plus pragmatique, celle des frères musulmans, est considéré par les salafistes durs comme étant des traîtres. On n'oublie pas ce vidéo diffusé par Ayman al-Zawahiri, le remplaçant d'Oussama Ben Laden à la tête d'Al-Qaïda, quand il a accusé la direction du Hamas de trahir la cause palestinienne, de trahir la cause islamique en participant aux élections et en participant à ce qu'il appelait le système d'Oslo et le pragmatisme occidental libéral. Et face à cette carte des mouvements terroristes, Israël a de quoi s'inquiéter ? Oui. Oui, il faut s'inquiéter, il faut être vigilant, il faut être en alerte 24 heures sur 24. En ce sens-là, le test qui a été fait hier avec cet avion est un test intéressant et qui donne confiance. C'est-à-dire que la réaction était très rapide. Voilà, du tac au tac, Israël a réagi. Tac au tac, 1 minute 20, ce qui, d'après tous les critères, moi je ne suis pas un habitué des états-majors, mais d'après tous les critères qu'on peut connaître, très certainement la réaction la plus rapide, la plus efficace qu'il puisse y avoir. Donc moi je crois quand même qu'il faut être prudent, il faut s'inquiéter, il faut être vigilant 24 heures sur 24, mais il y a des gens dont c'est le métier. Il y a une armée puissante qui veille aux frontières d'Israël 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et je pense qu'il faut... la grande mission, je crois, des Israéliens pour l'année nouvelle, c'est de mener leur vie normalement. Se lever le matin, d'aller au travail, de produire les richesses de ce pays qui vont lui permettre de se développer, d'assurer sa position internationale en étant en prenant finalement une initiative diplomatique qui puisse faire sortir ce qui reste des ruines du processus de paix de leur situation actuelle, et laisser
les militaires faire ce qu'ils ont à faire avec le soutien de l'arrière. Mais je pense pas qu'on doive rentrer dans une espèce d'état d'esprit national de Masada assiégé. Nous ne sommes pas ni le ghetto de Varsovie, ni Masada assiégé. Nous sommes un pays avec une population qui a montré sa détermination. Les militaires vont faire ce qu'ils savent très bien faire. Et nous allons continuer. Vont poursuivre leur vie. Absolument. Que vous leur souhaitez en cette veille de Nouvel An. Merci beaucoup. Absolument. Yoshua Amichab, merci beaucoup Ali Waked. Alors précisément, les Juifs du monde entier se préparent à célébrer le Nouvel An juif dès ce soir. On en reparle après un nouveau journal. Restez avec nous. On revient à présent sur cette opération spéciale des forces de sécurité israéliennes. Ça s'est passé hier matin à Hebron. Tsahal, vous le savez, a éliminé hier donc les 2 ravisseurs, les 2 terroristes qui ont enlevé et tué les 3 adolescents israéliens le 12 juin dernier. Alors que s'est-il passé en 3 mois? Retour sur cette opération baptisée « Retour de nos frères ». C'est signé Maxime Perez. 2 mois et demi auront donc été nécessaires pour retrouver la trace des meurtriers des jeunes Eyal, Naftali et Gilad, capturés le 12 juin dernier dans la région du Gush Etzion. Dès le lendemain, le 13 juin, la police israélienne ordonne le silence sur l'affaire. L'identité des ravisseurs présumés, membres d'une cellule locale du Hamas, est presque connue immédiatement, mais ces derniers sont portés disparus. Leur véhicule est retrouvé calciné par la police palestinienne. À cet instant, l'hypothèse de l'armée et des services de sécurité israéliens et que les adolescents sont en vie. Le 14 juin, Tsahal lance l'opération Gardien de nos frères, la plus importante depuis la seconde intifada. Elle entraîne l'arrestation de centaines de militants et de parlementaires du Hamas en Cisjordanie. Parmi eux, Hassan Youssef ou encore Abdelaziz Dowek, président du Conseil législatif palestinien. L'armée israélienne, qui opère jour et nuit, impose également un bouclage de la ville de Hébron, principal secteur visé par les recherches. Le 26 juin, le Shabak dévoile les identités des 2 principaux suspects de l'enlèvement, Marwan Kawasme et Amer Abou Aïché. On apprend que les 2 hommes, résidents d'Hébron, étaient connus des services de renseignement israéliens et qu'ils avaient même été emprisonnés par Israël dans le passé. Le 30 juin, les corps des 3 jeunes Israéliens sont retrouvés dans un champ à l'entrée du village de Khalkhoul, à seulement 5 km au nord de Hébron. Le même jour, un Palestinien est assassiné par des Juifs extrémistes. De violentes émeutes embrassent plusieurs quartiers de Jérusalem-Est. Le 5 août, les autorités israéliennes annoncent détenir Roussam Kawasme, présenté comme le cerveau de l'enlèvement et du meurtre des 3 adolescents israéliens. Il aurait dirigé le commando en s'assurant du soutien financier du Hamas pour l'achat des armes, qu'il aurait ensuite fourni à ses 2 complices. Roussam Kawasme les aurait aussi aidés à enterrer les 3 victimes dans un terrain vague qu'il aurait acheté quelques mois plus tôt. Le 22 août, Saleh Harouri, membre du bureau politique du Hamas, déclare que ces meurtres ont bien été commis par des membres de l'organisation, sans toutefois que la direction du mouvement ait été avertie. À chaque étape de cette traque, les services de sécurité israéliens vont progresser dans leur enquête, mais le Shabak s'est aussi largement appuyé sur son réseau d'informateurs en Cisjordanie. Ce sont ces 2 éléments cumulés qui ont permis ce mercredi de clore un chapitre aussi tragique que dévastateur pour la région. Et bonjour à Daniel Haïk, notre analyste politique. Merci d'être sur notre plateau. Et bonjour à Betsabé. Bonjour Barbara. Betsabé, vous avez suivi de près depuis hier comment la presse étrangère a suivi cette affaire. D'abord, les médias français. Oui, tout à fait. Ça a été couvert par tous les médias, quasiment, qui rappellent d'ailleurs qu'au même moment, les négociations ont repris au Caire. Pas mal de médias qui ont repris notamment la dépêche de l'agence France Presse, comme Le Monde. 2 Palestiniens accusés de l'assassinat de 3 jeunes Israéliens ont été tués, ou comme Libé, qui passe de la forme passive à la forme active, qui s'est un peu plus lâché d'ailleurs, c'est Israël carrément qui tue les suspects. À peu près le même article publié par L'Orient le Jour, donc site libanais francophone. Là on a
Israël carrément donc tue 2 Palestiniens accusés du meurtre de 3 jeunes Israéliens. On a quasiment donc l'intention de tuer, qui plus est de la part d'un État. Les victimes, entre guillemets, sont des Palestiniens et non pas des membres du Hamas. Enfin, ils sont accusés du meurtre et non pas suspects, le titre prenant ainsi bien sûr ses distances avec la dite accusation. Des articles qui mettent en relief la formule « on s'est occupé d'eux », qui serait une formule qui aurait été lancée par le Premier ministre israélien. Alors j'ai cherché, moi la seule formule que j'ai trouvée signifierait plutôt en français que la mission prioritaire pour Israël d'arriver jusqu'à eux a été exécutée. Donc une certaine liberté a été prise apparemment avec la traduction. Israël, cet article revient aussi sur une vaste campagne d'arrestation qui, je cite, a abouti à l'incarcération de quelques 2000 Palestiniens en 3 mois. Donc des Palestiniens encore, même si plus loin dans l'article, eh bien, le correspondant de l'AFP remarque que hier, lors des funérailles des 2 hommes, eh bien, la plupart des drapeaux et des slogans étaient ceux du Hamas. Et puis l'agence de presse Mahan palestinienne se penche justement sur ces funérailles auxquelles ont assisté des milliers de personnes, notamment la mère d'Abou Aïcha qui a porté la dépouille de son fils. Et puis plus loin dans l'article, l'armée n'aurait même pas tenté d'interroger les suspects, mais les aurait juste exécutés. C'est comme ça qu'on voit l'opération d'hier. Alors en Italie, on a une variante. La Stampa titre, attention, opération coup de poing à Hebron, les meurtriers des 3 garçons israéliens ont été tués et non pas les suspects. La même formule, ce n'est pas une coquille, a été réemployée telle qu'elle dans l'article. Et puis en Espagne, et je finirai par là en Europe, eh bien El País, qui avait choisi hier d'illustrer son article par une photo des 3 adolescents, a changé d'avis ce matin. Il s'agit désormais de soldats israéliens, comme vous le voyez, qui attendent devant le cadavre d'un des 2 suspects. À noter au passage que les suspects sont suspectés d'enlèvement dans le titre, qu'ils ne sont suspectés de meurtre que plus loin dans l'article. Voilà, suspecté, avéré depuis, on rappelle... Il faut rappeler que le Hamas a revendiqué l'attentat, c'est tout simplement. Et puis on rappelle aussi que l'objectif de cette opération israélienne n'était pas d'éliminer ces terroristes, mais de les arrêter. Hein. Oui, effectivement, il fallait les arrêter, mais à partir du moment où ils tirent, eh bien, Israël riposte. Bon, ça fait partie... Enfin, on peut rien faire contre une presse qui n'est pas tout à fait honnête à ce niveau-là. La presse américaine, elle en dit quoi? Alors, Los Angeles Times, par exemple, s'en tient à des suspects tout court que les autorités israéliennes considèrent comme appartenant au Hamas. Des membres du Hamas, par contre, avérés pour le Washington Post, qui précise qu'ils sont suspectés de kidnapping et de meurtre. On note au passage qu'Israël devient les forces israéliennes. Et dans son article, le Washington Post souligne que le Hamas rend hommage à ces 2 martyrs. Des membres du Hamas, toujours pour le Wall Street Journal, et je finirai là-dessus, qui reprend quant à lui l'Associated Press, revenant sur les recherches menées par Israël qui ont conduit non pas à des centaines d'arrestations de Palestiniens, mais à, je cite, une répression brutale contre les islamistes du Hamas. Le Hamas qui, souligne le Wall Street Journal, a démenti pendant des semaines son implication dans le meurtre des 3 adolescents israéliens, mais dont la responsabilité a au contraire été affirmée par un responsable du groupe en exil. Je suppose que dans les mêmes pages de ces journaux, il y a un peu loin ou un peu avant des informations sur les bombardements de la coalition internationale contre des forces islamistes qui sont dangereuses comme celle de Daesh ou comme celle d'Al-Nosra, etc., etc. Mais enfin, 2 poids, 2 mesures. Voilà pour la presse et voilà pour cette affaire. On parle d'autre chose, Daniel. À présent, ce soir, le monde entier s'apprête, enfin les Juifs du monde entier s'apprêtent à fêter le Nouvel An. Ça va être le cas en Israël également. Et à cette période, eh bien, chaque année, des milliers de pèlerins se rendent en Ukraine, dans le petit village d'Ouman. Il s'agit du plus grand pèlerinage juif du monde. Regardez ces images, elles sont signées i24 News pour l'émission Reportage. Ouman, en Ukraine. Petite ville de 90 000 habitants, destination du plus grand pèlerinage juif au monde. Cette année, entre 40 et 60 000 personnes se sont rendues dans l'ancien ghetto de la ville pour fêter Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Ils se rendent sur le tombeau de Rabbi Nachman des Fega, mort en 1810 à l'âge de 38 ans, reconnu à son époque comme le 5e plus grand tzaddik, c'est-à-dire plus grand sage de tous les temps. À la chute du communisme, 5000 personnes venaient à Ouman pour le Nouvel An, mais depuis 1989, un engouement sans précédent précipite des dizaines de milliers de pèlerins chaque année en Ukraine. Uniquement les hommes sont acceptés pour ces 2 jours de fête. Les femmes peuvent venir tout le reste de l'année, et spécialement pour la fête de Pourim. Ces hommes viennent majoritairement d'Israël, mais aussi de France et des Amériques.
La veille de Rosh Hashanah, à midi, tous les juifs d'Ouman récitent en même temps un tikkun haklali. Michael plonge pour la première fois dans l'effervescence d'Ouman. On sent que ça monte quand même, hein. De l'ambiance kermesse, c'est en train de passer à autre chose. Rosh Hashanah va commencer, suivi par Shabbat. Pendant 3 jours, on n'allume pas de feu, pas de téléphone, pas de commerce d'argent. On se coupe littéralement du monde. Seul commandement, prier, chanter et manifester sa joie. La fête de Rosh Hashanah est marquée par un moment particulier, le Tachlir. Le premier jour de la fête, les Juifs doivent jeter leurs péchés près d'une étendue d'eau. À Ouman, c'est vers le lac que se pressent tous les pèlerins, qui préfèrent en majorité éviter le côté du lac où se trouve la croix. Aucun incident n'est survenu, les appels au calme sont bien passés. Après 3 jours de fête, nous retrouvons Michael qui nous livre ses impressions. Je suis arrivé, on voit d'abord tout le côté matériel au début, c'est pas évident, c'est pas très propre, c'est pas très moderne, c'est un petit peu dérangeant au début, puis on oublie très très vite ces facettes-là pour s'orienter vers, on va dire, un petit peu une recherche, on va dire, plus spirituelle, de quelque chose de plus profond. Et on le trouve en fait, on le trouve, ça qui est bien, c'est qu'on le trouve. C'est un peu comme si on te disait du jour au lendemain, voilà, aujourd'hui t'as quelqu'un qui te soutient, t'as quelqu'un qui est avec toi, t'as quelqu'un qui est dans ton camp. Voilà, alors beaucoup de notions qu'on a vues dans ce reportage qui symbolisent le nouvel an juif, la joie, la repentance, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça, c'est un mélange d'éveil, de réveil. Rabbi Nachman, dont on a parlé, disait que dans le monde entier, on raconte des histoires, c'est un merveilleux conteur, on raconte des histoires aux enfants pour les endormir, et lui il raconte des histoires aux adultes pour les réveiller. En fait, le réveil de l'âme, c'est l'un des éléments, l'un des motifs centraux de Rosh Hashanah. Il y en a d'autres, c'est Rosh Hashanah, le nouvel an hébraïque, c'est le jour du jugement, c'est le jour où, selon la tradition, tous les êtres humains et les juifs en particulier passent devant le Créateur en jugement par rapport à leurs actions de l'année précédente et aussi à leur disposition d'esprit pour l'année à venir. Il y a cette notion de retour aux origines, retour à l'origine. Le Rosh Hashanah, c'est la date anniversaire de la création du monde. Certains disent de la création de l'homme. Et cela nous oblige à revenir, faire une introspection, revenir vers nos origines. Et comment on revient vers nos origines? À travers un instrument de musique qui est très particulier, qui est un instrument très spécifique au peuple juif, le shofar. On va peut-être essayer d'écouter pendant que vous continuez à parler, cette Daniel. Cette voix du shofar tout à fait particulière qui a pour mission d'ébranler l'âme de chaque juif au moment de Rosh Hashanah. Et l'objectif est en même temps de fêter, de célébrer cette nouvelle année, mais de la célébrer dans une forme de crainte par rapport au Tout-Puissant, aux engagements que l'on a pris envers lui et que l'on n'a peut-être pas obligatoirement tenus, et aux engagements que l'on est prêt à prendre pour l'année à venir. On est loin, dirons-nous, des réveillons, des cotillons, des baisers de minuit, mais on est dans cette disposition d'esprit qui est très propre au peuple juif, de faire la fête, mais toujours avec une forme de crainte. Vous savez, le peuple juif, l'humour juif, il s'est forgé dans les ghettos, et c'est un peu aussi cette même dimension que l'on retrouve de la joie et du recueillement, de la force, de la prière aussi à Rosh Hashanah, et c'est une perspective aussi vers la journée de Kippour. Voilà, vous l'avez dit, ce nouvel an. Le nouvel an marque le début des 10 jours terribles jusqu'à Kippour, où on va demander pardon au Tout-Puissant. Mais Rosh Hashanah est tourné non pas vers l'année qu'on vient de passer, mais vers l'avenir et donc vers la joie. Voilà, alors il y a cette dimension, effectivement. Ce sont 2 jours où on prépare l'avenir. Et on prépare l'avenir avant de faire repentance pendant les autres jours. Et en fait, cette notion, elle est très intéressante. J'ai entendu une parole d'un ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, le Lord Sachs, qui expliquait qu'en fait,
il a retrouvé cette notion chez les rescapés de la Shoah, qui après la Shoah ont refusé de raconter à leurs enfants et à leurs petits-enfants ce qu'ils avaient vécu. Ils ont préparé l'avenir, ils se sont reconstruits, ils ont reconstruit des familles, ils ont reconstruit de leur travail, certains ont reconstruit aussi des fortunes, etc. Et ils se sont reconstruits et ensuite seulement dans les années 70, à partir des années 70, ils ont recommencé à évoquer le passé. Et donc c'est un peu la même dimension. On parle dans le peuple juif, dans l'histoire, dans la chronologie juive, on essaye d'abord de construire l'avenir et après on repense au passé, aux erreurs, et on essaye d'être dans une meilleure perspective pour cette année nouvelle. Toutes ces notions se cristallisent au moment où le chauffard retentit. Voilà. C'est un bruit extrêmement puissant, très émouvant. Fort, il faut noter aussi que cela dépasse les clivages religieux, non religieux, etc. Il y a beaucoup de non-religieux aujourd'hui. C'est un trend dans la société israélienne qui vont écouter le chauffard. Alors je vous propose, on va se quitter là-dessus, d'écouter un morceau de sonnerie de chauffard. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. Bonne année à tous. Merci beaucoup Betsabe. Un peu de chauffard et on se retrouve après un nouveau journal. Écoutez. De retour sur le plateau du Morning. Merci d'être toujours avec nous. Betsabe, rebonjour. On passe en revue avec vous quelques titres de l'actu internationale ce matin en 5 clics. Avec tout d'abord le meurtre de David Haines. Sur lequel on revient, oui, plutôt sur sa vie, sur laquelle on revient avec un portrait très émouvant qui a été signé par Le Monde, intitulé « La vraie vie de David Haines ». On rappelle que c'est l'otage britannique qui a été décapité il y a une dizaine de jours. Alors on le voit sur la photo de l'article avec sa fille, Athéa, qui a 4 ans. David Haines, qui s'appelait, il aimait à dire, le vieil écossais grincheux, un gars comme les autres, pas un saint, insiste son frère. Encore une fois, on a des proches en fait qui font ce qu'ils peuvent pour que celui qu'ils aimaient ne reste pas dans la mémoire des gens comme il a été mis en scène par les djihadistes. Alors l'auteur de l'article évoque un détail d'où surgit une extrême humanité. Ce détail, c'est une petite brosse rose qui se trouve au bout d'un clic-clac sur lequel David Haines est assis un jour alors qu'il est surpris par une photo. Il a son bébé dans les bras, un bébé qui fait sans doute pas encore ses nuits. Lui est exténué et alors cette photo, elle figure sur l'un des clichés que la famille a ressorti à l'occasion, fouillant dans les cartons et dans les pages Facebook. Un réflexe de survie, se demande la journaliste, probablement datant de l'époque donc où le travailleur humanitaire vivait au sud de Zagreb avec son épouse croate. Alors la photo ne paraît pas sur l'article, je l'ai retrouvée, je l'avais partagée moi-même sur Facebook. En fait, elle avait été tweetée par Nicolas Hénin, dont on se souvient, qui a été otage en Syrie pendant un an. Et après la décapitation de son ami, David Haines, il avait voulu insister justement lui aussi sur ce profil d'un homme comme les autres. Voilà, un homme comme les autres qui a depuis été exécuté par l'État islamique qui n'a pas le monopole de l'horreur, direction la Chine. Voilà, c'est Amnesty International qui a attiré l'attention sur un commerce peu ragoûtant qui excelle en Chine, celui des objets de torture. Voilà, alors 130 entreprises en plein essor, nous dit RFI, sont concernées, la plupart seraient même publiques. Alors on parle d'un commerce d'objets qui sont vendus en Chine et exportés. Alors je pense qu'on peut se passer des détails, mais pour preuve que le rapport n'a rien exagéré, on trouve parmi ces articles des matraques incapacitantes à impulsion électrique, d'autres à pointe, des menottes pour chevilles, à chaîne lestée, etc. Alors des ONG ont d'ailleurs recueilli des témoignages selon lesquels apparemment la police utiliserait régulièrement une matraque électrique. Ça s'appelle la pratique du bang bao popcorn. Un témoignage qui dit votre visage se fend et ressemble à du maïs éclaté. L'odeur était horrible, c'était celle de la chair brûlée, etc.
La direction l'Ukraine, mais à présent, où Yulia Tymoshenko fait un retour fracassant. Alors, c'est Courrier International qui titre Une dame de fer contre-attaque, une dame de fer donc version ukrainienne. Tymoshenko qui s'était faite discrète après notamment sa défaite aux élections présidentielles, et bien reviendrait en force. Et Courrier se base sur un article de Ukraina Pravda et en endossant un peu ce rôle de passionnariat comme d'habitude, elle a rallié les durs, voilà, ceux qui en Ukraine dénoncent les tentatives de conciliation avec Moscou et on attend son grand retour, voilà, à suivre. Voilà pour la jolie Tymoshenko. Et puis on parle d'autre chose, les 20 ans de la série Friends. Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce qu'à cette occasion, le Guardian nous a dressé la liste de 8 choses improbables qui sont devenues populaires justement à cause de Friends. Alors, ça montre aussi combien la série était en avance sur son temps. Alors, par exemple, les sourcils de garçons épilés, comme quand Joey se retrouve dans l'obligation d'épiler le deuxième, ou alors quand Jack Bauer utilise son sac à main régulièrement. Aujourd'hui, c'est une normalité. Ou encore quand Ross se fait blanchir les dents. On regarde ? Allez, on y va. Hey guys. Jack. Hey. What's up? C'est quoi Jack Bauer? You know. Jack Bauer, c'est 24, hein? C'est quoi son nom? I whiten them. Really? Yeah, what do you think? Well, I think I shouldn't look directly at them. Come on, seriously. They're really, really, really white. Yeah, what was wrong with your old human teeth? Voilà, les dents blanches. Pas très impressionné par les Ross. dents blanches. Aujourd'hui, c'est pourtant plutôt commun. C'est courant, c'est courant. Allez, on reste aux États-Unis pour finir avec cette folie à $20 000. Alors, on finit là-dessus. On espère qu'on n'est plus dans le registre de l'avant-garde avec cette jeune fille de 21 ans seulement qui s'est fait implanter, attention, un 3e sein. Alors, elle a essayé le refus apparemment de 50 ou 60 chirurgiens jusqu'à ce qu'elle ait en trouvé un qui apparemment avait besoin de travailler. Alors, la réaction des parents, sans doute pas vraiment ravie. Sa mère a claqué la porte. Son frère lui a dit qu'elle avait honte d'elle. Alors, surtout, comment elle va faire pour trouver des soutiens-gorge, hein, c'est la question que je me suis posée. C'est ça qui vous embête? C'est du sur-mesure, c'est obligatoire. Redis, s'il vous plaît. C'est troublant. Une réaction d'homme. Aucune. Oh là là, c'est affreux. Réaction de femme, c'est affreux. Okay. Elle a dû se faire tatouer une auréole apparemment parce que ça n'allait pas, c'était pas dans le pack de l'intervention chirurgicale, donc elle a dû se faire tatouer. Bon, merci beaucoup. Chacun sa passion. Médecin pour ces détails. Rudy, je me tourne vers vous. Revue du web. Sans transition. Sans transition. Qu'est-ce qui fait le buzz ce matin? On commence par Israël, où le Mossad recrute en ce moment. Oui, et habituellement, ce genre de recrutement est plutôt secret, mais voyant les talents de hacking qui existent de par le net, les services secrets israéliens ont lancé ce lundi un site internet entièrement dédié au recrutement. Alors, comme vous allez le voir, c'est un soin très particulier a été apporté à ce site. Déjà, il est graphiquement plutôt réussi, mais surtout, regardez en bas à droite, il est en 5 langues, hébreu, anglais, russe, arabe et persan, ce qui en dit long sur l'objectif du recrutement. Plusieurs rubriques sont disponibles, dont une dans laquelle on peut y voir la bio de tous les chefs du Mossad depuis sa création des carrières, et surtout les carrières qui sont proposées dans une autre rubrique, et surtout, comme dans tout site de recrutement, eh bien, un formulaire en bonne et due forme, et les postes à pourvoir sont variés au programme. Les recrues pourront servir dans les opérations, dans l'intelligence, la technologie et la cybercriminalité, voire même l'administration. À noter d'ailleurs que le lancement de ce site intervient quelques jours après l'annonce de la création en Israël d'une autorité de cyberdéfense dont Mathias Imbar avait parlé ici, qui sera chargée à la fois donc de protéger les systèmes civils et militaires via Internet et les réseaux. Et pourquoi il brise le secret comme ça, le Mossad? Pourquoi cette transparence soudaine? C'est, à mon avis, les méthodes classiques de recrutement vont continuer, mais par Internet, il y a beaucoup de talents. Il y a, voilà, donc évidemment, ça pourrait éventuellement attirer les talents, et Internet est une... Il faut évoluer, c'est comme ça. Voilà. Allez, on l'a dit, hein, ce soir, les Juifs de par le monde célèbrent le Nouvel An et les clips affluent sur Internet. Oui, et hier même, sur le Twitter français, Shana Tova, bonne année en hébreu, était dans la fameuse TT, la liste des mots les plus cités, alors qu'on attendait le fameux concours international du plus gros buzz de la chanson de Rosh Hashanah, généralement plutôt ridicule. C'est du côté des politiques que la créativité est venue cette année. Alors on finira avec dans le clip dont on a déjà parlé dans ce morning, dans lequel le président Shimon Peres cherche un emploi. Mais
Mais avant, voici le nouveau président d'Israël, lui aussi en action, Reuven Rivlin, dans un joli petit clip. Il reçoit des enfants pour leur donner un mélange de pommes. Non, mais voilà, il épluche pas les pommes. Et il lui donne de la pomme et du miel, symbole d'une année future réussie dans la tradition juive. Alors, on l'a dit, Shimon Peres a fait des merveilles avec un clip plein d'autodérision. On va voir dans son intégralité dans quelques minutes. Je fais du teasing, mais le Premier ministre Netanyahou n'est pas mal non plus. Lui, qui dans une vidéo prise en off avait à l'époque fustigé, ça avait fait le buzz en Israël, les smartphones addicts en disant à ses collaborateurs qu'ils étaient esclaves de leur smartphone, eh bien, il se rattrape en adressant des vœux, mais par WhatsApp, le système de SMS Star gratuit qui a été racheté 19 milliards de dollars par Facebook cette année. Eh bien, regardez Bibi qui utilise WhatsApp. Shana Tova. Ensemble, en unissant nos forces, nous perpétuerons la chaîne des générations de nos pères et de nos mères. Nous continuerons à construire le pays, à le protéger et le défendre. Bonne et douce année. Voilà pour les vœux du Premier ministre israélien sur WhatsApp. Oui, il y a un peu de politique à l'intérieur, mais on a coupé. Alors du côté international, on a eu droit au traditionnel vœu via le site de la Maison Blanche. Ça fait des années que ça dure sur YouTube aussi. Les mots de Barack Obama, et il les a empruntés à son ami Elie Wiesel. Écoutez. Aux Juifs des États-Unis, d'Israël et du monde qui vont célébrer ces fêtes, Michel et moi vous adressons des vœux chaleureux à vous et à vos familles. Une douce et joyeuse année. Mon bon ami Elie Wiesel disait que Dieu a donné un secret à l'être humain. Le secret n'est pas de savoir commencer, mais de savoir comment recommencer. Un peu de philosophie. Et enfin, le vrai buzz, donc on en a parlé, c'est cette vidéo dans laquelle l'ancien président israélien, 90 ans, se met en scène en tant que chercheur de petits boulots. Donc c'est le vrai buzz de Rosh Hashanah en Israël. Voilà, on va le regarder dans son intégralité. Chose promise, chose due. On l'a vu, on a vu un extrait en début d'émission. C'est Shimon Peres, désormais au chômage, qui cherche du travail. Merci Rudy, merci Betsabé, merci à vous d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui célèbrent le nouvel an ce soir, passez une très douce année. Je vous souhaite donc tout le meilleur. Portez-vous bien et on se quitte avec ce clip qui fait le buzz de Shimon Peres. זה היה נשמע כמובן. זה אני אתרום. זה אני אתרום. אדוני הנשיא, סיימת כבר לארוז? אני עובד על זה. מצוין. חשבת מה אתה הולך לעשות ביום שאחרי? גם על זה אני עובד. אוקיי, אז איזה ניסיון יש לך? הייתי רפתן ממדרגה ראשונה. הכל עכשיו חליבה אוטומטית. הייתי גם רועה צאן, ולא איבדתי אף כבשה. עכשיו כולם טבעונים. הייתי שר דואר. גם דואר נכנס וגם דואר יוצא. עכשיו הכל במייל. אני הקמתי את רפאל. מה זה מסעדה הזו? למה ככה יקר? תגיד. זה לא המסעדה, זה רשת לפיתוח אמצעי. אז אין לך ניסיון. תחפש משהו, תקווה לטוב. שלום, 95 מלא. שמן מים? לא תודה. 2 שישיות מים ב-20 שקלים? אני לא מעוניין. אתה רוצה נוזל לניקוי שמשות? אני לא מעוניין. מחצלת לקמפינג אולי? טוב, בוא נתקדם. בסדר. ערכת קריוקי? אני לא מעוניין, אוקיי? מצופים דורה? לא, אפשר לשלם? שמע, אם תמשיך להגיד לא לכל הצעה, תשלם מחיר כבד. טוב, תביא את המצופים. סע לשלום. זה הפתרון היחידי. שלום. נשק יש? לא. האינטלקט הוא הנשק הטוב ביותר. רובה סער יש? לא. כוונת צלפים? לא, מה פתאום? טיול בליסטי נגד ספינות? לא. מצוין. ננו-טכנולוגיה היא העתיד. תיכנס. תודה. את רוצה עוד משהו? לא, תודה רבה.
את רוצה לשמוע קצת על מבצעים? כן. כשיצאנו למבצע אנטבה, הכל היה לוד בערפל. לא ידענו היכן החוטפים, היכן החטופים, והיינו צריכים לשמור על משמעת ושקט מוחלטים. אמרו 45 דקות, עברה כבר כמעט שעה. שמע, הדרך אמנם קצרה מאוד, אבל פריצתה הייתה כל כך קשה. מצטער. תודה. רגע, מה עם טיפ? טיפ, עם שאינו מאבד תקווה, נותן טיפים, לא לוקח טיפים. אחלה. וגם יקבל לחם שום כפיצוי. מעולה. תודה רבה. אוקיי, תודה. ועכשיו, קבלו את הכוכב הבא. קבלו את שימי פין! מכירים את זה שאתם מקימים מפעל טקסטיל בנגב וכולם חושבים שזה משהו אחר? יש פה מישהו מדימונה? הדבר הזה עובד בכלל? המדריך, אני לא חושב שאני מסוגל לעשות את זה. רוזוולט אמר, הדבר היחידי שעלינו לפחד ממנו זה הפחד עצמו. כן, אבל אני לא יכול. תראה כמה יפה ארצנו. מקסים, אבל אני באמת לא יכול. העתיד שייך למי שמעז. אתה לא צודח, אתה ממריא. קדימה, יש עוד הרבה עבודה. מה זה, אין פה כלום. כשאין כלום, אפשר לעשות הכל. la la